Bien, si vous le voulez bien, nous allons commencer notre réunion puisque à 15 heures, il y a la déclaration de politique générale et nous aurons la lecture concomitante au Sénat faite par Laurent Nunez. Donc je pense que tout le monde voudra y être. Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui le commissaire européen français à qui nous souhaitons la bienvenue, Stéphane Séjourné, qui est vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle. Je rappelle que cette audition est captée et diffusée sur le site internet du Sénat. Et je salue également en préambule l'arrivée dans notre commission de notre collègue Bruno Belin, qui n'est peut-être pas encore là. Bon, il a été informé de sa rentrée, qui remplace André Reichart. Et je vous avais annoncé comme vice-président la semaine dernière Ronan Le Gleut. Monsieur le commissaire, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui dans un contexte national qui est particulier, nous venons de l'évoquer, marqué par la formation d'un nouveau gouvernement, quatrième depuis septembre 2024. Sans commenter l'actualité nationale, en tant que commissaire européen français, j'aimerais que vous indiquiez comment la situation politique française est perçue par la Commission européenne et si, en dépit des difficultés que nous traversons, la France vous paraît autant en capacité d'exercer une influence dans les négociations européennes en cours. Parallèlement, j'observe que les motions de censure ne sont pas le propre de l'Assemblée nationale française. La Commission européenne ayant déjà fait face à une motion de censure présentée au Parlement européen en juillet, elle en a affronté deux autres la semaine dernière. Si ces motions ont été de très loin repoussées, il n'en demeure pas moins que celle-ci, la Commission entre autres, est sous pression. Le Parlement européen se montre ainsi globalement offensif dans les relations interinstitutionnelles. Il l'a prouvé à propos du règlement SAFE en décidant de saisir la Cour de justice de l'Union après sa mise à l'écart du processus législatif. Comment ces tensions, qui reflètent pour une part les nouveaux équilibres internes au Parlement européen, sont-elles prises en compte par le Collège des commissaires? Et la Commission européenne, en tant que telle, ne se trouve-t-elle pas fragilisée? Ces éléments de contexte me paraissent importants car ils conditionnent partiellement la capacité de l'Europe à être une réelle puissance, notamment sur le plan économique, face à des compétiteurs internationaux qui se montrent de plus en plus agressifs. Restaurer la compétitivité de l'Union européenne est l'un des axes majeurs de l'action de la Commission européenne au cours de cette mandature et vous en êtes très largement l'incarnation en tant que vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle. Le marché unique est en effet l'un des atouts majeurs de l'Union européenne. Nous ne cessons de le défendre. Et nous devons ajuster nos réglementations pour en tirer le meilleur parti. Enrico Letta et Mario Draghi avaient dressé des constats sans appel sur la nécessité de redresser rapidement la barre. La Commission européenne s'y emploie aujourd'hui en présentant des paquets omnibus successifs afin d'alléger les contraintes réglementaires pesant sur les opérateurs économiques. Je pense notamment au texte de simplification que vous avez porté en faveur des petites et moyennes entreprises et des petites entreprises de taille intermédiaire. Au-delà, vous avez présenté la semaine dernière un plan spécifique de protection du marché européen en précisant que nous le faisions avec nos valeurs et notre méthode, le respect du droit international et le dialogue avec nos partenaires. Pourriez-vous nous en dire davantage, tant sur le fond des mesures proposées que sur le changement de philosophie de la Commission européenne? Vous êtes rendu vendredi dernier à Dunkerque. Désolé, je n'ai pas pu participer. C'est ma région, mais voilà. L'agenda n'était pas modifiable en l'occurrence. Et nous savons que si nous ne défendons pas notre industrie, si nous ne protégeons pas notre base industrielle, nous ne serons pas en capacité de résister aux compétiteurs extérieurs qui ne s'embarrassent pas des mêmes contraintes que nous. Cela nous renvoie à la question de l'articulation entre politique industrielle et gestion de transition climatique et numérique. Nous avons adopté la semaine dernière une position nuancée sur l'objectif climatique proposé par la Commission à l'horizon 2040. La difficulté à s'accorder sur cet objectif, tout comme sur l'objectif 2035, illustre la difficulté à trouver les bons paramètres. Il faudra également, je tiens à le souligner, réviser le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui présente aujourd'hui des failles pour le développement de nos industries européennes, mais aussi réviser le cadre régissant les marchés publics, le Sénat ayant formulé des propositions en la matière. En quelques mots, en fait, il faut alléger. Nous attendons aussi avec impatience des propositions qui doivent être présentées dans les prochaines semaines concernant la mise en œuvre du pacte pour l'industrie propre et concernant l'union
de l'épargne et des investissements, élément absolument indispensable pour développer la compétitivité de l'Union. Enfin, pour ne pas être trop long dans cette introduction, je voudrais souligner la nécessité de se doter des bons instruments de soutien à la compétitivité européenne à l'avenir. La Commission européenne, dans le cadre de la préparation du prochain cadre financier pluriannuel, a présenté une proposition de fonds de compétitivité, fusionnant de nombreux instruments existants et pouvant s'appuyer sur un critère de préférence européenne. Vous avez qualifié ce nouveau fonds de force de frappe et d'investissement dans les secteurs stratégiques tout au long du cycle de développement de la recherche à la production. Je souhaite que vous puissiez préciser les intentions de la Commission et la valeur ajoutée qui est attendue de ce fonds. Voici quelques questions introductives, mais je ne doute pas que mes collègues en auront bien d'autres. Monsieur le commissaire, je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, si ça vous va. Et puis, en fait, c'est surtout le jeu questions-réponses qui est essentiel ici. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de commissaires qui se sont libérés malgré les contraintes et les informations de dernière minute. Merci en tout cas d'avoir répondu à 13h30 à cette invitation. Merci Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. C'est avec plaisir que je réponds à votre invitation. J'étais la semaine dernière d'ailleurs au Cortés en Espagne pour pouvoir jouer exactement ce jeu de questions-réponses avec l'ensemble des parlements nationaux. Ça fait partie également de notre responsabilité en tant que vice-président de la Commission européenne, évidemment, puisque mon portefeuille concerne l'ensemble des États membres, et je continuerai à échanger et à me prêter à l'exercice des questions-réponses et des auditions parlementaires dans l'ensemble des États membres. Je vous recommande également, avant de commencer mon propos introductif, de solliciter mes collègues sur d'autres types de portefeuilles. Je sais que les sujets agriculture, numérique sont des sujets aussi dont votre commission a tendance à examiner, également les politiques publiques européennes. Et mes collègues seront ravis également de se prêter à cet exercice démocratique et de transparence. Peut-être pour revenir sur notre stratégie globale et avant de rentrer dans les éléments de frontière entre la frontière politique nationale et européenne que vous évoquiez dans votre première question, peut-être vous donner quelques éléments de notre stratégie industrielle et économique que nous devons revoir au niveau européen, à l'aune notamment des enjeux géopolitiques et des différences qui ont eu lieu depuis maintenant quelques mois dans le monde. Je pense, je ne vais pas revenir trop longuement sur les enjeux géopolitiques, mais guerre commerciale lancée avec Donald Trump et la nouvelle administration américaine, les enjeux de nouvel accord géostratégique et commercial avec la Chine, qui est nécessaire pour notre économie, avec un enjeu, c'est ne pas nous retrouver avec toutes les surcapacités mondiales d'une économie mondiale qui se ferme de plus en plus au niveau européen. Et donc, en quelque sorte, si je veux résumer, quel est le nouveau modèle économique européen, modèle économique et commercial européen pour les prochaines années, et dans quelle mesure la Commission européenne répond aux enjeux économiques du marché intérieur. Je voudrais peut-être développer deux éléments que nous faisons en parallèle en termes de politique publique et de changement de doctrine. Le premier, il va dans l'agenda de compétitivité que vous évoquiez, avec la simplification, avec le travail sur le marché intérieur, mais également avec nos objectifs de diversification de nos exportations au niveau européen. Il est sur le fait de diversifier et donc de construire des accords commerciaux de nouvelle génération qui soient plus précis, plus pragmatiques pour nous, peut-être également sur des sujets beaucoup plus resserrés. On aura probablement l'occasion de reparler dans les jeux de questions-réponses des accords commerciaux, mais si nous voulons avoir plus de transparence et peut-être également plus de pragmatisme dans le cadre de nos intérêts européens, nous avons intérêt à regarder secteur par secteur, matières premières, secteur stratégique, quels sont nos intérêts dans ce nouveau commerce international qui se dessine. Et c'est pour cela que la Commission européenne a accéléré l'ensemble des accords pour pouvoir diversifier.
ne pas être dépendant uniquement du marché américain ou d'un marché particulier pour un secteur particulier, ce qui nous rend vulnérables dans les négociations. On y reviendra peut-être, mais l'accord qui est en préparation avec l'Inde, l'Indonésie, nous avons refait un tour pour pouvoir faire une nouvelle passe avec nos partenaires qui sont des partenaires privilégiés, qui partagent nos valeurs, qui veulent respecter le commerce international, qui vivent en démocratie. Je pense notamment à tous les pays du G7 sur lesquels nous avons déjà des accords commerciaux bilatéraux entre l'Union européenne et ces pays-là, le Japon, le Canada, y compris le Royaume-Uni et l'Australie. Ce sont par exemple des pays sur lesquels nous pouvons approfondir nos accords commerciaux, regarder stratégiquement ce que nous avons besoin en Europe, ce que nous pouvons apporter également à leur pays, et regarder comment nous pouvons, dans ce cadre-là, diversifier un certain nombre de secteurs. Je pense notamment à des secteurs comme les vins et les spiritueux aujourd'hui, qui sont très dépendants de deux gros marchés et qui ont besoin de trouver de nouveaux débouchés si nous ne voulons pas être soumis à du chantage commercial par des pays qui fermeraient progressivement leur marché. Premier point. Le deuxième point et la deuxième réponse, c'est le marché intérieur. Je l'évoquais, 450 millions de consommateurs. C'est un marché qui est sous-exploité au niveau européen. Nos entreprises européennes ont souvent d'ailleurs beaucoup plus privilégié l'international à l'Europe. Et donc, notamment les entreprises françaises se sont beaucoup internationalisées avant de s'européaniser. 450 millions de consommateurs, une classe moyenne qui est aussi en capacité aujourd'hui de pouvoir tirer une consommation, une capacité pour nos entreprises de grandir, de grossir dans ce marché européen. L'objectif pour nous est de renforcer ce marché, mais donc d'avoir une stratégie dans ce cadre-là de barrières réglementaires. C'est toutes les surtranspositions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, que à la fois les parlements nationaux ont construit, mais aussi à la demande souvent des secteurs privés, je l'ai dit, devant les organisations syndicales et professionnelles, souvent ces réglementations nouvelles ou ces barrières internes en Europe ont été construites également par le secteur privé. Et donc c'est une responsabilité collective aujourd'hui de regarder secteur par secteur, et nous avons identifié une dizaine de barrières réglementaires européennes qui auraient comme conséquence, si nous réglerions en tout cas au niveau européen, nous puissions retirer ces barrières, des conséquences économiques importantes, positives et importantes pour nos entreprises européennes. La France a souvent été mise dans le camp des sceptiques du marché intérieur. On a souvent protégé notre marché, mais nous avons des entreprises ici, mais comme en Allemagne, qui sont du niveau européen et qui sont capables d'aller sur le marché européen. Et donc c'est aussi un changement de culture politique pour nos entreprises et nos responsables politiques de se mettre dorénavant dans le camp des amis du marché intérieur, de renouer en quelque sorte avec l'ancien président de la Commission européenne française qui a inventé ce marché intérieur de l'or, et d'avoir ce moment un peu doloriste dans notre capacité à pouvoir regarder toutes ces barrières. Ce sont deux stratégies que nous sommes en train de mener, vous l'avez compris, extérieur et intérieur. Extérieur pour diversifier, intérieur pour permettre à nos entreprises d'obtenir des gains de croissance au moment où tous les marchés internationaux sont en train de se tendre, avec des incertitudes géopolitiques fortes, et même si nous avons réglé une partie et stabilisé une partie de nos accords commerciaux, je ne suis pas encore sûr à 100% que nous n'ayons pas, dans les semaines ou les mois ou les années qui viennent, encore des différends commerciaux et des tensions liées notamment aux accords avec les US ou à d'autres types d'accords. Premier point. Le deuxième, et il est presque parallèle à ces deux éléments, il est la protection du marché européen. Et donc, nous ne pouvons pas construire le marché et enlever les barrières réglementaires entre nous si nous n'avons pas des éléments de protection des barrières extérieures aux frontières de l'Union européenne. Et donc,
il faut synchroniser ces deux réformes, construire et faire avancer notre réforme des douanes, qui est bloquée aujourd'hui au Conseil européen, trouver un accord pour pouvoir construire cet élément qui nous permettra d'avoir une agence des douanes, contrôle supplémentaire, taxer les petits paquets venant de Chine, protéger commercialement avec des mêmes régulations l'ensemble des frontières européennes et en même temps avoir la capacité d'offrir aux entreprises qui viennent investir en Europe ou à nos entreprises européennes un marché de 450 millions. Mais les deux vont en même temps et c'est l'effort que j'essaye de faire au niveau européen, resynchroniser ces réformes, oui à la construction du marché intérieur, mais à condition qu'ils puissent être protégés de l'extérieur, notamment des entreprises ou des pays qui ne jouent pas la concurrence loyale avec les entreprises européennes. Si nous avons ces deux éléments, nous pouvons construire les conditions d'un nouveau modèle économique avec de nouvelles conditions à l'entrée sur le marché européen qu'il faut repenser. Je pense notamment à l'outil que j'aurai à présenter à la Commission européenne avant la fin de l'année. C'est un projet de loi qui sera l'accélérateur industriel, en quelque sorte, si je veux le synthétiser, c'est une loi d'accélération des rapports Draghi et l'État, que nous aura présenté dans les prochaines semaines, et qui aura également pour vocation de construire les éléments de parallélisme à l'extérieur, c'est-à-dire d'investissement et les conditions d'investissement sur le marché européen. Je pense notamment aux entreprises internationales qui souhaitent venir sur le marché européen. On a souvent eu en Europe une stratégie pour ouvrir des marchés à l'extérieur, mais sans penser les réciprocités d'accès à notre marché. C'est ce qu'on a appelé souvent en France la naïveté européenne, un marché ouvert aux quatre vents et qui met en difficulté nos entreprises européennes. Nous souhaitons construire les conditions de cette réciprocité, c'est-à-dire mettre des conditions aux investissements étrangers, transfert de technologie, travail avec des joint ventures européennes, c'est-à-dire avoir de jumelage entre les entreprises pour pouvoir construire ces réciprocités, et puis des conditions également d'utilisation de toute notre chaîne de valeur. Je pense notamment au domaine de l'automobile. Monsieur le Président, on a souvent eu des tensions commerciales avec la Chine ces derniers temps sur les 35% de droits de douane que nous imposons aux véhicules électriques. Il y a une alternative à ça, c'est de faire construire la voiture électrique chinoise en Europe avec des conditions de transfert de technologie pour la batterie et le secteur de la batterie, avec également le fait de faire fonctionner notre chaîne de valeur, nos sous-traitants, dans la construction de cette automobile, y compris de renchérir en quelque sorte le prix de cette voiture, pas avec des droits de douane, mais avec des conditions similaires de production, sans également l'aide d'État et les surcapacités qui peuvent en découler sur notre marché européen. Bref, vous voyez qu'on a un modèle économique à réfléchir entre nous, rebasé. Il y a une forme d'urgence de la situation, avec une Chine de plus en plus agressive, qui, y compris, joue de nos dépendances. Dans ce cadre-là, et vous le savez peut-être, mais le sujet des matières premières devient maintenant critique pour un certain nombre d'entreprises européennes, avec des licences à l'importation depuis la Chine de terres rares qui sont de plus en plus difficiles à obtenir, des conditions pour les obtenir qui sont des fois douteuses, avec des demandes exorbitantes qui sont demandées à nos entreprises en termes de documentation, de production, même de secrets industriels en contrepartie des terres rares ou des matières premières qui sont nécessaires à la production. Tout cela, il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, la stratégie de la réduction des dépendances devient une stratégie maintenant qui devient urgente. Nous avons, depuis le début du mandat, labellisé 47 projets européens de réouverture d'exploitation minière en Europe,
avec un objectif à 2030 de pouvoir, sur les 17 matières critiques dont l'industrie européenne a besoin, pouvoir exploiter sur le territoire européen un minimum de 10%, pour certaines autres matières, sur ces 17 matières critiques, aller largement au-dessus et presque devenir indépendant dans la production et dans la transformation. C'est un enjeu qui est énorme pour nous si nous voulons réellement ne plus subir du chantage commercial dans les prochaines années, et également être dépendant dans nos facteurs de production. Il n'y a pas de secteur de la batterie sans indépendance stratégique ou diversifiée dans le monde entier, mais il ne peut pas y avoir 100% de dépendance pour un seul pays. Et nous sommes dans cette situation sur la plupart des matières premières critiques aujourd'hui en Europe. On a laissé se construire ces dépendances au fil du temps, mais les derniers événements, le Covid, la guerre en Ukraine nous ont montré que sur d'autres secteurs, notamment, ces dépendances étaient toujours qualifiées comme des faiblesses et étaient toujours exploitées par nos partenaires à la fin. Voilà, en quelque sorte, Monsieur le Président, pour être peut-être un peu macro pour débuter cette discussion, mais vous l'avez compris, l'enjeu est à la fois en termes d'urgence, mais également de changement de modèle, puisque cela signifie de faire tomber beaucoup de tabous européens, le tabou de la préférence européenne dans les marchés publics, le tabou également de la protection des frontières, le tabou de ce que nous avons fait pour l'acier, de la protection du secteur et donc de la fermeture aux importations quand nos secteurs d'activité sont en difficulté. Je crois pouvoir vous dire que nous avons avancé en 6 mois plus qu'en 15 ans. Alors c'est dû aussi au contexte géopolitique, mais nous avons besoin des parlements nationaux et nous avons besoin de l'ensemble des États membres pour continuer à construire ce nouveau modèle économique et y compris si nous voulons garder une industrie en Europe, ce nouveau modèle économique ne sera qu'un point de départ. Sans celui-ci et sans la fin de la naïveté européenne, j'ai bien peur que l'ensemble de cette industrie historique dont j'évoquais, mais aussi de la nouvelle industrie qui doit se construire, soit en grosse difficulté. Merci, Monsieur le Commissaire. Je vais passer la parole aux collègues. Juste 2 petits points que je voudrais ajouter peut-être à mon propos liminaire. Vous n'y répondrez pas tout de suite, mais au cours de la discussion, je n'ai aucun doute que des questions vous permettront d'y répondre. C'est vous avez parlé d'une loi d'accélération pour activer réellement les rapports Draghi-Letta, en tout cas les rendre opérationnels. J'ai juste une interrogation sur ce qu'on va faire en face avec le CFP, avec le cadre financier pluriannuel, parce qu'on sait très bien que ça va coûter très cher. Oui, si vous voulez, ou dans... Excusez-moi, je n'ai pas répondu à votre question budgétaire. Quelques outils, le fonds de compétitivité étant un des outils du cadre qui est en discussion aujourd'hui. Cette discussion va durer 2 ans. Nous avons le temps de construire ce cadre, mais surtout de lui donner des flexibilités pour pouvoir répondre aux urgences que nous ne connaissons pas par ailleurs. Et ce que nous a montré quand même par expérience ces 5 dernières années, c'est que les flexibilités nécessaires pour pouvoir répondre aux urgences économiques d'un certain nombre de secteurs étaient plus que nécessaires, puisque nous avons dû systématiquement passer par plusieurs mois d'attente, de réflexion, de codécision, de négociation avec les États membres pour pouvoir bouger quelques milliards d'euros et les réorienter sur des secteurs affectés. Donc, un des enseignements du CFP et donc du fonds de compétitivité, Monsieur le Président, ça sera de nous permettre dans les futures années d'avoir ces flexibilités nécessaires, comme vous l'avez évoqué, de la recherche jusqu'à la capacité de devenir en écoutille presque pour les entreprises, ce qui n'est pas possible aujourd'hui pour la Commission. Oui, merci. Oui, c'est vrai qu'on demande toujours la flexibilité, mais quand elle arrive, en fait, on craint toujours que ce soit une arnaque. Donc, c'est pour ça que, voilà, on y va. Et puis la deuxième chose, mais je vous dis, vous y répondrez probablement, c'est le fait, vous avez parlé
de la configuration de l'Union européenne, de la préférence européenne sur les marchés, sur l'industrie. Bon, il faut vraiment que tout le monde joue le jeu. Vous savez qu'il y a des secteurs où on a une forme de schizophrénie sur le sujet, hein, où certains États membres de haut niveau ne jouent pas le jeu dans certains domaines. Je ne les citerai pas là, mais on sait très bien qu'il faut être attentif à ça aussi. Et si tout le monde jouait le jeu, ce serait bien plus facile. Alors, si vous le voulez bien, on va prendre par 3 questions. Il y a une belle série, les amis. Je vais vous demander d'être bref dans vos questions, précis, pour que le commissaire puisse y répondre aussi, lui, correctement et facilement. Et on va prendre par 3, ce sera plus facile. On commence par Jacques Fernic et Catherine Morin-Desailly qui se préparent. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, je vais essayer d'être court. J'ai 2 points. D'abord, Merzwiller, dans mon département du Bas-Rhin. Donc, c'est l'entreprise BDR Thermeas. C'est pas rien, c'est anciennement de Dietrich. Cette entreprise va fermer, en dépit d'investissements récents, va fermer son usine de production de pompes à chaleur. C'est 320 emplois qui vont être supprimés et l'essentiel de la production va être délocalisé en Slovaquie. Donc c'est une fermeture qui illustre vraiment des angles morts européens, le manque de coordination entre États membres, la compétition intra-européenne, un manque d'efficacité pour inciter à l'investissement dans les technologies propres. On manque cruellement d'une politique industrielle européenne cohérente, solidaire, organisée, capable de gérer la compétition interne sans se cannibaliser les uns les autres. Et vraiment, BDR Thermeas en est l'exemple concret. Alors, est-ce que vous allez prendre cette problématique à bras-le-corps, au moins pour les secteurs stratégiques? Et comment précisément comptez-vous agir? C'est vraiment urgent. On a une fracture territoriale et sociale qui se creuse. Enfin, 2e point, rapidement, face à l'IRA américain et aux surcapacités de production chinoise, comment prioriser le Made in Europe? Je pense aux appels d'offres publics, comment privilégier davantage les entreprises européennes, au moins dans les secteurs prioritaires. On a le règlement NZIA en ce sens, qui ne va pas encore assez loin. Est-ce que vous réfléchissez à l'idée d'une clause de préférence européenne à chaque argent public dépensé? Monsieur le Commissaire, pourquoi ne pas renforcer les critères de localisation du règlement NZIA? Catherine Morin-Desailly, se prépare Marta de Cidrac. Je vais prolonger la question de mon collègue. Vous avez dit vouloir lever le tabou de la préférence communautaire. Donc concrètement, est-ce que ça va passer par une réforme en profondeur des directives, des 3 directives qui définissent les règles régissant les marchés publics? Nous avons conduit une commission d'enquête ici au Sénat sur la commande publique, qui établissait quand même que la commande publique, c'est quelques 400 milliards d'euros par an. C'est un levier donc majeur de soutien au tissu économique, à une nouvelle stratégie industrielle. Donc il y a urgence à agir, d'autant que dès novembre 2023, le rapport de la Cour des comptes européenne portait un jugement sévère sur ces directives, les rapports Draghi et l'État également. Donc concrètement, qu'êtes-vous prêt à faire, notamment dans le domaine de la commande publique liée au numérique? Nos dépendances sont devenues extrêmement dangereuses, je ne vous apprends rien. C'est cette dépendance actuelle aux solutions numériques qui sont assujettis au droit extraterritorial européen, vous le savez. Êtes-vous prêt, du coup, à développer le tissu économique des TPE et des PME, tel que le préconise d'ailleurs notre commission, avec un véritable Small Business Act? On en parle ici au sein de cette commission depuis 2013 que l'idée a été mise sur la table. Êtes-vous prêt à aller vraiment dans ce sens? Parce que c'est ça, lever le tabou de la commande publique. Merci Martha. Merci Président. Monsieur le Commissaire, dans votre portefeuille, vous êtes en charge du pacte industrie propre, vous en avez touché un mot déjà, dont l'objectif évidemment est de soutenir la transition du secteur industriel. Vous avez aussi dans votre portefeuille la mise en œuvre, vous devez mettre en œuvre le règlement industrie zéro émission nette, dont l'objectif en réalité est de produire au moins 40% en fait, de tout ce qui est technologie autour nécessaire à la décarbonation. Alors moi j'avais une question, en fait une double question. D'abord, en quoi consiste selon vous cette mise en œuvre? Qu'est-ce que vous comptez réellement, concrètement mettre en œuvre pour y arriver? Parce que l'ambition est forte, donc j'aimerais pouvoir vous entendre là-dessus. Et la question dans la question, vous l'avez évoqué un tout petit peu, il y a un sujet en fait de flux carbone, fuite de carbone d'un côté, importation de carbone de l'autre. Comment comptez-vous y arriver en équilibrant en fait ces flux qui circulent sur un tas de produits, de denrées, plastiques et autres? Je vous remercie. Merci beaucoup.
Bon, d'abord, pour répondre très précisément, je vais regarder le sujet précis de l'entreprise, mais il doit être répondu et toucher exactement du doigt ce qu'il faut. Notre travail et notre devoir là, pendant les 5 prochaines années, c'est de construire une politique industrielle à 27 et ne plus avoir de politique industrielle uniquement nationale sans avoir réfléchi la stratégie. C'est un des enseignements d'ailleurs du rapport Draghi. Et dans le rapport Draghi, vous avez un outil qui est sous ma responsabilité pour être mis en œuvre, c'est l'outil de coordination des politiques nationales et qui doit permettre une coordination, y compris avec les États membres dans ce cadre-là de délocalisation, de réorganisation des productions, etc. On est en train de construire cet outil à la Commission européenne pour pouvoir avoir cette coordination nationale et d'avoir, par rapport à quelques doctrines et aux tabous que j'ai évoqués, une vraie politique industrielle européenne. C'est un défi, mais je crois que le Conseil européen, en tout cas chez les leaders, les ministres de l'économie et de l'industrie, il y a une volonté maintenant de construire cette politique industrielle et de se coordonner sur ces secteurs stratégiques. Je regarderai précisément pour voir s'il n'y a pas des éléments en plus que je peux vous apporter sur ces sujets-là. Sur les clauses européennes, très clairement, c'est encore un combat à mener au niveau européen. Je suis convaincu. Nous allons proposer d'ici 2026 une révision des marchés publics et donc des directives en question. Il y a 8 textes, 8 directives, 64 règlements sectoriels et donc une obligation déjà pour nous de simplifier les choses, y compris pour les pouvoirs adjudicateurs qui ont à passer les marchés et qui souvent n'y comprennent pas grand-chose. Ils n'y comprennent pas grand-chose, donc le critère prix devient un élément important dans leur décision et de leur sécurité juridique de leur marché. Et pour toutes ces raisons-là, il y a un travail déjà de simplification à faire. Le deuxième travail étant d'introduire dans un certain nombre de secteurs la préférence européenne. J'étais à Dunkerque et donc l'idée est bien que la commune de Dunkerque, si elle souhaite refaire une école, ou construire un bâtiment, qu'elle puisse mentionner dans son marché que 75% de l'acier qui sera utilisé dans le cadre des travaux publics sera issu de l'acier bas carbone européen avec un label à la clé. Donc c'est vraiment ça notre objectif, construire y compris les conditions de la demande et donc aussi du carnet de commandes des industries européennes qui sont soumises à des différences de compétitivité avec des entreprises extérieures qui ne fabriquent pas dans les mêmes conditions sociales et environnementales. Et puis offrir également aux collectivités la capacité de montrer qu'elles font vivre également leur système et leur écosystème économique régionaux. Donc ça sera un des grands enjeux dans les prochains mois et évidemment très ouvert à avoir de nouvelles contributions, idées sur cette réforme des marchés publics. C'est 2000 milliards d'euros par an de dépenses, donc à peu près 15% du PIB européen. C'est pour ce qui nous concerne, au niveau des textes européens, un peu plus de 700 milliards d'euros qui sont couverts par le droit des marchés publics européens. Donc, c'est plus que le budget européen. Et donc, si vous changez des critères, vous réorientez des masses d'argent et vous pouvez doper des secteurs et vraiment avoir des outils d'une politique industrielle. Et donc, le budget européen est un de nos outils. J'évoquais avec le président le fonds de compétitivité, un outil réel également de notre politique industrielle sera les marchés publics. Encore faut-il que ces critères soient bien positionnés, les secteurs stratégiques bien choisis et que les pouvoirs adjudicateurs, ceux qui passent les marchés, puissent utiliser les bons critères. Et donc la simplicité de la rédaction sera aussi clé si on veut une utilisation des nouvelles clauses que nous mettons à disposition. Évidemment que dans ce cadre-là, il y aura un débat sur qu'est-ce qui est stratégique, pas stratégique, qu'est-ce qui est du domaine domestique ou pas, et certains
États membres, certains secteurs pousseront pour qu'on puisse privilégier le prix et donc l'utilisation, la bonne utilisation de l'argent public, ce qui est un vrai argument en soi dans un certain nombre de secteurs. Mais encore une fois, ce débat politique doit être ouvert et j'aurai à l'ouvrir début 2026 avec toutes les contributions que nous aurons eues entre-temps. Pour ce qui est des entreprises, et notamment des petites et moyennes entreprises, un des premiers omnibus de simplification, puisque maintenant le terme est consacré, qui permet en réalité d'aller de texte en texte et de simplifier des dispositifs dans divers textes européens. Un des omnibus de simplification concernait les petites et moyennes entreprises. Notre objectif était simple, relever le seuil de ces petites et moyennes entreprises pour permettre à peu près 50 000 entreprises en plus d'être exemptées et de rentrer dans la catégorie des petites entreprises de certaines obligations européennes. Donc c'était un acte de simplification qui permettait de régler un certain nombre de problèmes bureaucratiques pour des petites entreprises qui n'avaient pas ni le staff ni les moyens ou qui demandaient souvent des avis de conseils extérieurs et donc de cabinets d'audit extérieurs pour pouvoir régler les contraintes communautaires et les contraintes européennes sur un certain nombre de textes. Nous avons fait cette proposition, elle est en discussion au Parlement européen à ce stade, et la proposition, je crois, du Parlement européen est d'augmenter ce seuil. La Commission avait fait une proposition à 700, d'augmenter ce seuil à 1000, et donc d'exempter plus d'entreprises qu'avant. Je suis plutôt toujours favorable à partir du moment où ça crée les conditions de la simplification, mais ça ne sera pas suffisant à avoir une vraie stratégie pour les entreprises, et toute notre stratégie de compétitivité va s'adosser pas uniquement sur la simplification, mais aussi sur l'accession aux dispositions et aux dispositifs de la Commission. C'est pour ça que le fonds de compétitivité est clé aussi, puisqu'il vient rassembler 14 fonds européens et qui donne beaucoup plus de lisibilité aux petites et moyennes entreprises dans l'accès à ces fonds, avec un guichet unique, avec un passeport PME où l'entreprise n'aura pas à prouver son statut de petite ou moyenne entreprise systématiquement à chaque fois qu'elle fait une démarche européenne. Bref, nous avons une vraie stratégie pour l'accès des PME et des TPE aux dispositions et aux dispositifs européens qui doit être pensé. Et le point de départ étant la définition des small mid-cap, donc des petites et moyennes entreprises que nous sommes en train de débattre au Parlement européen et au Conseil. Je n'ai pas eu tout à fait les réponses, monsieur le commissaire, à ma question. Sida. Pardon. Pardon de vous relancer. Excusez-moi, je l'avais là. Dans la stratégie globale, la décarbonation est une stratégie économique. Je voudrais que tout le monde ici, et je pense qu'en Europe, tout le monde l'a bien en tête et bien assimilé, puisque c'est une question avant tout de dépendance. Et nous importons 450 milliards d'hydrocarbures en Europe. C'est 450 milliards d'euros qu'on peut dépenser par ailleurs sur d'autres secteurs, mais qui partent et qui grèvent notre balance commerciale européenne. Et donc la stratégie de décarbonation est une stratégie aussi économique. Elle est environnementale, mais elle est aussi économique, et nous devons la poursuivre, et c'est la stratégie de la Commission. Pour ce faire, nous avons proposé un plan qui est le Clean Industrial Deal, donc la stratégie de décarbonation européenne, avec ma collègue Teresa Ribera, la vice-présidente de la Commission socialiste en charge de ces questions-là. Nous avons proposé également d'augmenter tous les fonds qui permettent d'aider avec différents outils, la garantie, la subvention, la décarbonation. D'ailleurs, les sites, les aciéries, les cimenteries
pourront être aidés financièrement dorénavant, et ce sont des prix considérables. Hein. Je ne parle même pas de la chimie. Un vapocracker, pour être modernisé et pour décarboner une partie de sa production, un vapocracker, ça coûte 1,5 milliard. Donc ce sont des montants très importants. Deuxième point, j'y crois beaucoup parce que ça nous permet de moderniser notre industrie. Et en réalité, notre stratégie de décarbonation va nous rendre plus compétitifs, puisque les investissements qui sont faits par nos industriels auront comme objectif d'avoir un appareil productif des plus modernes du monde. Je pense notamment à la question de la chimie. Aujourd'hui, nos vapocrackers ont plus de 40 ans d'âge et deviennent, y compris en termes de compétitivité sur le marché international, deviennent non compétitifs et on perd des parts de marché aussi à l'étranger. Donc tout ce qui peut aider à la modernisation de notre appareil productif et aux industries et qui nous permet de décarboner est à prendre. Après, le dispositif réglementaire. Pour ce qui est du dispositif réglementaire, c'est le MACF, le CBAM en langage bruxellois, qui doit permettre notamment de régler ce problème de flux de carbone, qui permet également de régler le problème de l'exportation pour ne pas mettre en difficulté nos industriels par rapport au reste du monde, et donc en situation défavorable. Pour cela, mon collègue Hoekstra, qui est commissaire avec moi, qui est collègue néerlandais, aura à présenter avant la fin de l'année la réforme du MACF. La réforme du MACF, elle doit nous permettre de combler tous les trous dans la raquette que nous avons identifiés ces 2 dernières années avec ce dispositif de taxe carbone, et donc de traiter les produits en aval, tous les produits qui sont transformés en quelque sorte, mais qui ont du contenu de l'acier, qui ont du contenu qui est produit dans des conditions différentes et qui est très carboné, mais qui ne rentre pas aujourd'hui dans ce dispositif, et pour autant qui est autorisé à l'importation en Europe. Donc tous ces trous dans la raquette seront couverts et nous allons rajouter sur le scope un certain nombre de matières premières et de produits pour pouvoir aller plus loin sur cette taxe carbone qui est l'outil important pour la Commission européenne et en quelque sorte aussi participe à la stratégie que j'évoquais dans l'équilibre des 2 blocs de la protection du marché européen. Donc on aura à faire cette proposition et donc je serai ravi de vous la présenter dès que mon collègue aura fini ses travaux. Merci. Il nous reste 8 questions, donc je propose de les scinder en 4, série de 4. On commence par Christine Lavarde et Bernard Jomier se prépare. Oui, merci. 2 questions. La première, tout à l'heure, vous avez évoqué la nécessité de se protéger de l'extérieur et vous avez parlé de la taxe sur les petits colis, mais est-ce qu'il ne serait pas plus efficace de mettre en place un vrai mécanisme d'ajustement carbone aux frontières? Parce que finalement, ce n'est pas tant la taille du colis qui nous pénalise que nos différentiels de compétitivité avec d'autres économies qui ont une production carbonée sur la base du cycle de vie plus important que la nôtre. Et toujours dans la même continuité d'idées, vous avez évoqué les matériaux critiques. Aujourd'hui, l'Union européenne essaie de développer la filière de l'économie circulaire. Et on voit bien que pour un certain nombre de ces matières à seconde vie, elles sont aujourd'hui non compétitives car beaucoup plus chères. Est-ce que la Commission envisage de mettre en place des obligations de taux d'incorporation dans les nouveaux produits pour ces matières recyclées ? Bernard Jomier, Didier Maritis. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos explications. Moi, je voudrais poursuivre sur le même thème à propos de l'industrie du médicament, puisque c'est un enjeu lourd de réintroduire, de réimplanter des industries du médicament en Europe. Alors, la Commission est très active sur ce sujet depuis un moment. Il y a eu la révision, enfin en cours toujours, du paquet pharmaceutique. Il va bientôt y avoir une proposition de règlement sur les médicaments critiques, sur laquelle on travaille également. Et en même temps, je suis un peu perplexe parce que donc, vous avez posé des grands principes, par exemple la préférence européenne. Bon. Mais dans les textes dont je vous ai parlé, on ne lit nulle part en fait ce principe de préférence européenne comme étant un outil. Et dans le texte sur le fonds de compétitivité, la version initiale en listait des critères à remplir et la version actuelle
c'est plus qu'une possibilité. Donc on est plutôt en recul, ce qui semble indiquer les débats auxquels vous y avez référence au sein de l'Union sur cette question. Donc voilà, quand même, première interrogation. Deuxième interrogation, la simplification et la compétitivité. On ne sera jamais compétitif vis-à-vis de l'Inde ou de la Chine. Je ne sais pas comment on fait. Moi, j'étais il y a 15 jours à Nairobi. Je suis allé visiter une usine d'industrie du médicament. Le directeur disait, on risque de devoir fermer parce qu'on ne peut pas être compétitif. Alors, si eux ne peuvent pas l'être avec leur législation sociale, environnementale et de sécurité, nous, on n'y arrivera jamais. Et donc, j'en arrive à ma question. On est dans un monde où, d'un côté, il y a Trump, voilà, qui prépare une hausse des médicaments en Europe à travers le bras tordu aux industries du médicament pour baisser leur prix aux États-Unis. Et cette industrie donc, va se récupérer sur l'Europe, donc va faire monter les coûts pour nos pays. Et la Commission européenne, elle prépare, vous nous l'avez confirmé, un accord de libre-échange avec l'Inde. Un accord de libre-échange avec l'Inde dans le domaine des produits pharmaceutiques, c'est la destruction totale. Donc j'ai du mal à lire précisément comment vous comptez obtenir une réimplantation, une réindustrialisation sur le médicament en Europe. Merci. Donc Didier Marie et Cyril. Merci, Monsieur le Commissaire, pour vos propos introductifs notamment et les réponses que vous apportez à nos collègues. Donc un certain nombre de sujets ont déjà été évoqués, je n'y reviendrai pas. Simplement, dans votre propos introductif, j'étais assez étonné que vous ne citiez pas la question de la transition climatique. Depuis, vous êtes intervenu sur la question de la décarbonation, mais il y a d'autres sujets qui peuvent nous préoccuper. Notamment les décisions qui sont aujourd'hui prises dans le cadre des textes omnibus. Je pense notamment à la question de la CS-RD et de la CS-3D, qui, au nom de la simplification, tendent plutôt vers la dérégulation. Et d'ailleurs, la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, lors du sommet de Copenhague, a estimé que l'Union européenne a besoin de dérégulation. Et donc, je voudrais que vous puissiez nous préciser comment vous voyez la différence entre simplification et jusqu'où l'on va pour éviter la dérégulation et remettre en cause l'ensemble des acquis qui ont pu être réalisés ces dernières années par la Commission européenne et notamment sous l'impulsion du Parlement. J'ai la même inquiétude sur le texte concernant l'industrie chimique qui doit réouvrir plusieurs règlements européens sur les règles d'étiquetage, sur les produits cosmétiques en levant les restrictions sur les substances dangereuses, sur les règles qui sont prévues par le règlement REACH pour la mise en place par exemple du marché des fertilisants, etc., etc. Ça, c'était ma première question. Deuxième question, effectivement, le monde change et nous ne pouvons que partager vos constats dans le domaine. Le président de la République a considéré que la réaction de la Commission avait été trop timide par rapport aux USA. Et ma question est simple, c'est comment est-ce que l'on peut concilier que l'on va permettre, faciliter l'investissement de 600 milliards d'euros aux États-Unis en 3 ans, plus 750 milliards d'euros d'achat de gaz et de pétrole, et en même temps vouloir renforcer notre marché intérieur, dont les besoins sont estimés par M. Draghi à 800 milliards par an, alors que vous n'avez en portefeuille, si l'on peut dire, que 410 milliards pour le fonds de compétitivité. Et enfin, sur ce fonds de compétitivité, notre crainte, c'est bien évidemment que la fusion de près de 12 ou 14 programmes ne se fasse au détriment d'un certain nombre de ces programmes. Et donc là aussi, j'aimerais que vous puissiez nous dire comment est-ce que s'articule le maintien d'un certain nombre de politiques qui ont porté leurs fruits avec cette volonté de fusion des moyens. Je vous remercie. Cyril. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. En juin dernier, la Commission européenne a présenté un nouveau paquet omnibus de simplification consacré à la défense européenne. Si l'ensemble des États membres semblent s'accorder sur la nécessité de renforcer nos moyens en matière de défense, des divergences persistent.
Les divisions avec l'Allemagne sur l'avenir du SCAF interrogent également, de même que le financement du programme européen pour l'industrie de la défense. Il est pourtant essentiel de renforcer notre autonomie stratégique commune. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de la Commission européenne pour renforcer les projets communs européens et l'industrie de défense européenne? Je vous remercie. Merci. D'abord, Monsieur le Président, la précision et la connaissance des dossiers européens de la part de vos commissaires est impressionnant. On se croirait dans une audition de parlementaires européens. Donc félicitations à vous tous pour la pertinence de vos réactions. Peut-être commencer par sur le volet commercial et 2 chiffres. 80% des petits colis qu'on appelle, et donc les petits colis, ce sont les colis à moins de 150 euros qui arrivent sur le territoire européen. 80% seraient, puisque c'est une projection par rapport à des échantillons de contrôle, soit produits dans les conditions qui ne sont pas réglementairement acceptables pour l'Union européenne, soit défectueux, soit les deux. Et donc vous voyez l'enjeu que nous avons. Le deuxième chiffre, c'est le taux de contrôle entre 2 ports d'arrivée en Europe. Je ne citerai pas les 2 ports, mais ils sont dans 2 pays différents. Un en France, un autre qui est plutôt dans le nord de l'Europe. En France, dans un port français bien connu, il y a un produit pour 2000 qui est rejeté par nos douanes, pour les motifs que j'évoquais. Dans le nord de l'Europe, il y a un produit pour 2 millions qui est rejeté. Bon. Donc soit il y a un problème de produits trop défectueux qui arrivent dans le port français, soit il n'y a pas de contrôle dans le port des voisins. Et je crois que ces 2 chiffres correspondent bien aux enjeux qu'on a à faire face dans les prochaines années, les prochains mois. Il est maintenant urgent d'agir et c'est la proposition qui est sur la table au Conseil. Donc la proposition existe, maintenant la Commission fait en sorte d'avoir un compromis entre les États membres sur cette question, création d'une autorité des douanes, une agence, pour pouvoir justement s'assurer que ces contrôles sont équivalents, que personne joue du dumping entre les aéroports et les ports européens, qui devient presque une bannière commerciale, puisque je rappelle que une partie des droits de douane consacrés vont à l'État membre, 25% en l'occurrence, et donc c'est un petit jeu entre nous qu'il faut arrêter rapidement. Voilà, et donc une partie de la réponse se retrouve dans l'agence des douanes. Le deuxième point, c'est que cette proposition intègre également la fin de l'exemption douanière pour les colis de moins de 150. Donc il est urgent aujourd'hui de supprimer cette exemption. Elle est sur la table, nous l'avons fait, et j'attends également un accord entre les États membres sur cette question. Mais l'enjeu est important puisque tous ces petits colis devraient, de manière exponentielle, arriver à peu près à 6,5 milliards de petits colis pour l'année prochaine en projection. Autant vous dire, si nous n'agissons pas maintenant sur ces 2 facteurs, une partie du commerce européen va mourir petit à petit du fait de ce phénomène. La circularité, ce sont les marchés porteurs, et donc une des stratégies est aussi d'utiliser les marchés publics pour créer des éléments de circularité, d'avoir l'intégration et l'incorporation de recyclage dans le produit fini est un des objectifs. Encore une fois, il faudra le coupler à de la simplification. Parce que le gros risque que nous avons, et je le dis d'expérience, je reviendrai sur les omnibus et les questions que vous m'avez posées, mais partons d'un bon principe, et après il faut calculer ce principe, mais ça crée du reporting pour les entreprises. Et donc pour calculer le principe et pour être sûr d'avoir un contrôle effectif de la part de la Commission pour savoir quel est le taux de recyclage dans chaque produit, il va falloir soit qu'on fasse du contrôle a posteriori et donc changer la logique du contrôle a priori
et donc faire confiance aux entreprises et aller après contrôler si besoin, c'est une des options qu'on peut choisir, notamment pour les marchés porteurs ou les critères de recyclabilité. Ou sinon, simplifier au maximum les reportings qui sont demandés pour les entreprises, parce que remettre une couche là-dessus sera, à mon avis, très mal vécu, et on essaye plutôt d'avoir un phénomène inverse, c'est-à-dire rendre plus vivable l'application des règles européennes pour les entreprises. Je viens donc au phénomène des omnibus de simplification, et qu'est-ce qui est du domaine de la simplification et ce qui est du domaine de la dérégulation. C'est fixer un objectif à la Commission européenne, garder les textes, parce que la dérégulation serait les supprimer, un amendement de suppression au Parlement avec un texte de suppression des réglementations. C'était une option qui était possible, c'est pas l'option qui a été retenue, donc c'est garder les objectifs que nous sommes fixés, que ce soit dans les textes que je vous évoquais, CSRD, CS3D, mais aussi sur les textes omnibus liés à la cosmétique par exemple. Je n'ai pas de changer les règles pour les produits dangereux, mais de regarder les délais qui sont imposés aux entreprises pour pouvoir changer les produits une fois qu'ils ont été détectés et rendre les process plus simples. C'est aussi une question d'effectivité et de réalisme économique par rapport à ce que nous ont remonté les entreprises. Ces textes-là, ils ont été, pour la première fois à la Commission, vraiment produits avec les entreprises, les syndicats de ces entreprises, les associations de consommateurs ont été consultés pour trouver le bon équilibre. Mais évidemment, quand nous avons une volonté de simplification, il faut retirer des choses. Et donc la simplification, ce n'est pas de rajouter des contraintes. Et donc, oui, on assume de retirer soit du reporting quand il n'est pas nécessaire, soit simplifier les procédures, soit allonger les délais. C'est ce que nous avons fait dans tous les textes, mais on joue sur ces questions-là et pas sur l'équilibre et les objectifs des réglementations en question. D'ailleurs, ça nous est suffisamment reproché de l'autre côté par certains dans le secteur privé qui auraient souhaité plutôt de la dérégulation et donc on a en même temps de faire engueuler à la fois d'un côté comme de l'autre montre peut-être que nous sommes dans le bon équilibre, je ne sais pas, mais je le perçois comme ça en tout cas au Parlement européen, puisque pour avoir un accord politique, j'ai besoin à la fois du groupe socialiste, des Verts, mais aussi des libéraux, des conservateurs, toute ressemblance par rapport à la vie politique française n'est pas forcément exacte, mais l'hémicycle ressemble très fortement à l'Assemblée nationale. SCAF, je ne rentrerai pas dans le dispositif qui est un dispositif uniquement État membre et pas Commission. Donc c'est un programme intergouvernemental, pardon. Donc la Commission n'a pas de vrai rôle dans la gouvernance. D'ailleurs, on incite plutôt à avoir un projet intergouvernemental qui permette d'avancer, de construire aussi des ponts pour pouvoir après élargir dans l'objectif d'avoir une Europe de la défense. La Commission n'a pas de compétences en la matière, mais a des moyens de financer l'ensemble des programmes. On peut parler de DIP, on peut parler de beaucoup de fonds qui sont mis en place. Mon objectif étant, et notre objectif, maintenant je peux parler au nom de la Commission européenne, d'intégrer la composante du Made in Europe et donc de la préférence européenne dans ces fonds pour permettre également à l'industrie européenne de se développer et de profiter de l'argent public européen, en l'occurrence, pour pouvoir grandir. Donc ça, c'est tout ce que nous avons déployé en termes de capacité aussi d'influence en interne à la Commission ces derniers mois pour obtenir des résultats, puisque déjà 65% de l'argent qui doit être dépensé doit être européen et contenir dans chaque produit 65% de composants européens, ce qui fait que logiquement, on est arrivé à un résultat qui est bon à la fois pour l'industrie européenne et le développement de nos projets communs. Pour ce qui est de REACH, les omnibus sur le volet des cosmétiques, je vous ai répondu.
J'ai entendu beaucoup de choses sur le sujet. Juste, encore une fois, tout ce qui est cancérigène restera interdit. Nous ne touchons pas ni aux substances, ni à la déréglementation des substances. Nous mettons des délais supplémentaires aux entreprises pour trouver des alternatives, mais ces délais sont très clairement raisonnables au vu des discussions que nous avons avec les scientifiques et la faisabilité de ces transformations. Et donc vraiment l'objectif est de garder un haut degré de protection, notamment dans le domaine de la santé, et en même temps ne pas décrocher totalement par rapport à l'international et accompagner nos boîtes dans les transformations et dans les interdictions successives qui arrivent d'un certain nombre de produits. On aura également à réfléchir sur l'avenir de REACH et donc du texte global avec les parlementaires européens. J'ai engagé cette discussion depuis maintenant quelques semaines et donc on aura également à trancher quel est l'équilibre du futur texte dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de l'accord des US, l'accord avec les États-Unis, excusez-moi l'anglicisme, 800 milliards, c'est le chiffre qui était effectivement dans le rapport Draghi. Évidemment, ce n'est pas 800 milliards d'argent public. Et donc, y compris le fonds de compétitivité, si je prends après le volet recherche et développement du fonds Horizon, qui va être doublé, qui arrive à 200 milliards d'euros sur la période, ce qui est un bon signe que les Européens investissent dans leur recherche dans cette période, nous permettra quand même de débloquer presque 450 milliards d'euros sur cette période. 450 milliards d'euros, Monsieur le Président, si ils sont bien utilisés et permettent le levier dans le secteur privé, et donc le déclenchement d'investissements supplémentaires, il peut clairement on peut arriver à 1000 milliards, voire même plus de 1000 milliards d'euros en investissement net liés à ce fonds de compétitivité. Juste avec le bon déclenchement, la bonne garantie, le bon dispositif, sachant que le meilleur moyen d'utiliser l'argent européen, pour l'instant, en termes de levier dans le secteur privé, a été la garantie InvestEU. C'est un dispositif de garantie publique qui est utilisé par la BEI avec de l'argent européen, mais aussi avec nos partenaires nationaux, donc les banques publiques, auxquelles on prête pour pouvoir être au plus proche du terrain sur des projets spécifiques et qui permettent de déclencher des taux de rendement très forts pour de l'argent européen, puisque 1 euro investi peut aller jusqu'à presque 20 euros levés dans le secteur privé. Vous voyez les marges qu'on a en tout cas pour pouvoir investir. Ce qui est important pour nous, c'est qu'au moment où il y a tout un débat sur l'Europe, sur la contribution, sur l'argent européen, sur comment il est bien investi, c'est qu'il puisse également servir à pouvoir faire un effet levier sur le privé et donc démultiplier ses capacités. Et c'est ça que nous allons essayer de poursuivre dans ce cadre-là. Pour ce qui est des investissements qui sont mentionnés, pas en juridique, mais en indicateur, dans l'accord avec les États-Unis. Évidemment, c'est des éléments indicateurs puisque la plupart des compétences sont des compétences nationales, notamment dans le mix énergétique ou dans la capacité de produire de l'énergie, importation du LNG. Ce sont uniquement des projections de besoins européens qui ont été faites. Et donc, il n'y a pas d'obligation de la part des entreprises d'acheter américain dans ces cadres-là, mais une évaluation par la Commission des besoins européens et de ce qui serait possible de faire, j'ai envie de dire, à réglementation constante. Voilà, donc pas de panique, j'ai envie de dire, sur ce sujet-là. J'ai entendu beaucoup de choses, mais nous n'allons pas investir de l'argent public aux États-Unis, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur un certain nombre de médias en France. C'est uniquement de l'investissement. Et nous avons également besoin, et nos entreprises européennes ont besoin d'investir, y compris dans les marchés ailleurs. On a besoin d'investissements européens aux États-Unis aussi, privés, dans ce cadre-là, et c'est ce que nous souhaitons également
pour les entreprises européennes, avec une vraie stratégie également de partenariat. Pour ce qui est du reste de l'accord, la plus grosse demande de la part des Européens, et notamment du secteur privé, était la stabilité des droits de douane. Je crois qu'on a touché là un point important. En tout cas, tous les secteurs sont stabilisés sur leurs droits de douane. Ma vraie préoccupation, c'est que cet accord soit amené à changer dans les prochains mois ou les prochaines années. Et donc là, tous nos efforts diplomatiques sont pour stabiliser cet accord et que la partie américaine ne vienne pas rajouter des éléments en plus dans cet accord qui nous déstabiliserait les secteurs et qui n'aurait pas le seul argument sur lequel nous avons assumé des droits de douane asymétriques, c'était au nom de la stabilité. Et donc si cette stabilité n'existe plus, y compris l'accord, a une fragilité supplémentaire. Sur le médicament, vous n'avez pas répondu, monsieur. Alors le médicament, d'abord, le réglementaire est chez mon collègue hongrois. Et donc moi j'ai la partie uniquement compétitivité industrielle, avec tous les facteurs de compétitivité qui sont probablement les mêmes que de l'industrie historique, le prix de l'énergie, les questions notamment de permitting, de surcapacité et de commerce extérieur. Pour ce qui est de la réglementation en tant que telle, avec mon collègue hongrois, nous essayons de nous coordonner pour pouvoir aussi protéger le marché. Nous avons introduit en début de mandat la préférence européenne dans le texte et dans la stratégie, qui n'était pas une chose facile en interne de la Commission. Maintenant, il faut pouvoir le mettre en application et en réalité envisager ce marché du médicament comme un marché presque domestique. Et ça va être européen. Et ça va être l'enjeu. Si nous l'envisageons tel quel sur un certain nombre de secteurs, ça veut dire réindustrialisation, c'est-à-dire marché européen, mais aussi capacité d'export. Et donc c'est là où l'équilibre entre la préférence européenne et notre capacité d'export se joue, puisque d'autres industriels sont aussi sur le marché européen. Ils viennent importer. Et on importe aussi du médicament sur un certain nombre de secteurs. Et tout l'équilibre est là. Par contre, sur le reste du secteur, très attentif à ce qui se passe aux États-Unis, puisque c'est ça qui peut nous déstabiliser totalement le marché. Et là-dessus, on est en train d'élaborer un plan, et ça reste, y compris dans les discussions avec les US en ce moment, avec les États-Unis en ce moment, dans le cadre des derniers accords et des derniers serrages de boulons de l'accord avec les États-Unis. Ok. Allez, on reprend une série. Ahmed Lawedge y va et François Bonneau se prépare. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Vous êtes vice-président exécutif de la Commission européenne, chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, et vous pilotez le pacte pour une industrie propre. À ce titre, vous souhaitez introduire davantage de Made in Europe dans les appels d'offres publics. Vous affirmez également que la compétitivité et la décarbonisation ne sont pas opposées. Pour sauver le secteur automobile, vous proposez d'investir dans les batteries, le recyclage et introduire des exigences de contenu européen dans les véhicules. Vous confirmez aussi la date de 2035 pour la fin des ventes de véhicules thermiques, tout en ménageant en clause de révision en 2026. J'aurais à ce propos deux questions à vous poser. Sur la compétitivité du secteur automobile, comment comptez-vous accompagner les PME et les filières encore très dépendantes des importations pour qu'elles ne soient pas les oubliées de la transition ? Et enfin, la clause de révision de 2026 sur la fin des véhicules thermiques pourrait ouvrir la voie à une certaine flexibilité. Quels critères écologiques contraignants entendez-vous retenir pour éviter qu'elle ne conduise à un recul des ambitions climatiques européennes ? Je vous remercie. Oui, merci Président, Monsieur le Vice-président. Dans le cadre des accords signés avec les États-Unis, je ne reviendrai pas sur les conditions, simplement on se pose des problèmes très sérieux pour nos industriels, à savoir lorsque des produits sont exportés aux États-Unis, ils subissent 15%, mais s'ils contiennent de l'acier et de l'aluminium, ils ont une taxation différenciée. Et le calcul de cette taxation est, semble-t-il, un vrai casse-tête pour les industriels européens. Donc je ne sais pas
quelle est votre position par rapport à ça? Et puis je reviens sur le volet là hydrocarbures. Hein, vous avez dit 450 milliards d'euros payés par l'Europe, ce qui est beaucoup trop, bien évidemment. Or, dans l'accord, il est stipulé quand même que l'on va acheter pour 700 milliards d'euros d'hydrocarbures américains. Est-ce qu'on ne transforme pas une dépendance russe vers une dépendance américaine? Et dans le cadre de notre compétitivité aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier plus le nucléaire, notamment les SMR? Et ces questions-là sont, à mon avis, de grande actualité. Florence se prépare Gisèle Jourdain et on prendra Karine Daniel en dernier. Je clôt les débats. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, donc, je voulais vous interroger sur des questions de compétitivité et de distorsion de concurrence. Tout d'abord, dans le secteur du silicium, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir, et j'imagine que vous avez été alerté par la situation de la filière qui est confrontée à des droits de douane américains très importants et à un marché inondé par des produits chinois à faible prix. Donc cette filière est absolument stratégique pour notre pays, que ce soit pour la défense, que ce soit pour la transition écologique. Et c'est vraiment une question de souveraineté. Donc j'ai interpellé avec des collègues députés européens également la présidente de la Commission. Je crois qu'il y a aujourd'hui urgence à prendre des mesures pour cette filière qui a plusieurs entreprises dans ma région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc j'y suis très attentive. Donc voilà, quelles mesures pour permettre, restaurer la compétitivité de cette filière et également quelles mesures d'urgence aujourd'hui pour protéger l'emploi dans cette filière. Un autre secteur sur lequel on peut aussi avoir des interrogations, c'est le secteur aérien. Le règlement Refuel Europe impose à nos compagnies d'incorporer des carburants durables et c'est tout à fait souhaitable et nous souhaitons que cela se renforce et bien entendu ça renchérit le coût des vols intra-européens. Donc ces objectifs, je le dis bien, sont indispensables pour obtenir nos objectifs climatiques, mais ça crée évidemment une distorsion de concurrence avec les acteurs extra-européens. Ça détourne aussi une partie du trafic dans des hubs en dehors de l'Europe et on a également une fuite de carbone. Donc est-ce que sur ce sujet, la Commission envisage un travail concret finalement sur la possibilité d'étendre le mécanisme d'ajustement carbone au transport aérien? Est-ce que c'est une possibilité qui est envisagée? Parce que ça me semble relativement indispensable. Je vous remercie. Gisèle et Karine. Merci. Monsieur le Commissaire, moi je souhaiterais donc vous interpeller sur ce que vous avez à un certain moment dit et exprimé. Vous avez donc fait du Fonds européen pour la compétitivité une force de frappe industrielle. Vous l'avez présenté donc comme cela. C'est une ambition, mais quels sont les moyens de cette ambition? Et au niveau justement de cette frappe, donc force de frappe industrielle, moi je souhaiterais vous interpeller sur un sujet qui m'est cher, c'est que effectivement développer nos industries, être compétitifs, avancer au sein de l'Europe cette influence donc française. Je partage complètement. En revanche, je suis très liée aux problèmes donc d'environnement et aux problèmes donc de pollution et de dépollution. Et je souhaiterais savoir, dans ce qui fait donc votre investissement, quelle est donc la part que vous attribuez et que vous consacrez au fait de dire oui, on soutient les industriels, mais attention, qu'on n'ait pas des facteurs générateurs de pollution industrielle, ou, parce qu'on sait bien que la pollution ne s'arrête pas aux frontières, hein, on sait qu'elle va beaucoup plus loin. Donc moi, c'est vraiment un réel questionnement. Lorsqu'on sait qu'au niveau européen, la directive liée donc à la pollution et dépollution des sols a toujours été ajournée, et n'a jamais été mise à l'ordre du jour. Voilà mon questionnement. Monsieur le Commissaire.
Merci, Monsieur le Commissaire. Moi, j'ai une question sur un sujet particulier qui préoccupe des territoires qui sont concernés par les baisses d'investissement et les licenciements chez ArcelorMittal, et notamment sur les sites de Dunkerque et Bassindre. Vous êtes exprimé récemment sur le sujet. Il semblerait, pour avoir rencontré les acteurs locaux d'ArcelorMittal en Loire-Atlantique récemment, que la concurrence soit organisée au sein même d'ArcelorMittal entre les sites qui sont hors de l'Union européenne et évidemment pas à l'avantage des sites qui sont dans l'Union européenne. Donc j'aurais voulu savoir si vous pouvez nous éclairer sur ce sujet et si vous avez des informations à mettre à notre disposition. En 10 minutes, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Question qui va presque une audition entière. Ici, on est fort, mais on est aussi les rois du challenge. Merci. Alors, de manière peut-être un peu télégraphique, mais pour répondre à l'ensemble de vos questions. D'abord, sur l'automobile, nous avons l'objectif de jouer sur l'offre et la demande. Des mesures d'offre, des mesures de demande, puisque un des objectifs est d'avoir à la fois booster le carnet de commandes sur le remplacement des flottes professionnelles, et donc un certain nombre de mesures d'incitation et de réglementation européenne devront arriver sous peu de temps pour inciter l'achat de véhicules électriques dans le cadre d'achat d'entreprises et donc de flottes professionnelles. Un véhicule sur 2 neuf est un véhicule professionnel vendu en Europe. Vous voyez les capacités aussi de pouvoir rajouter du carnet de commandes. Deuxièmement, la surcapacité chinoise, je l'évoquais déjà dans une de vos questions, mais ce sont les conditions de fabrication des véhicules sur le territoire européen qui seront mis sur la table également par rapport à la concurrence déloyale ou le droit de douane. Je vous avoue que le droit de douane étant plutôt l'outil qui a été choisi par l'administration américaine pour réindustrialiser, je ne pense pas qu'il correspond ni à nos valeurs, ni à notre désir de respecter le droit international au niveau européen. Donc, un des outils de la réindustrialisation seront les conditions de production et d'accès au marché européen pour les entreprises étrangères. Ça, c'est petite révolution et un autre tabou qu'il faudra faire tomber. Et puis l'offre, je vous l'évoquais, avec ses conditions et ses droits. Le secteur de l'automobile, en réalité, c'est tout le secteur qu'il faut sauver, mais y compris les fabricants, les sous-traitants, les fournisseurs. Et donc avec les conditions d'investissement étrangers et le fonctionnement de notre chaîne de valeur, on répond aussi au carnet de commandes, même si des constructeurs pourraient arriver sur le marché en faisant du Made in Europe. On a un deuxième sujet qui est la sécurité, qui est très long à développer, mais aujourd'hui la voiture électrique connectée peut être déconnectée depuis l'étranger, ce qui pose un problème de sécurité nationale pour l'ensemble des États membres. Mais le bouton étant à Austin pour la Tesla ou à Shenzhen pour la BYD, ça nous pose un problème de nationalité de l'entreprise qui peut appuyer sur le bouton. Alors, ce n'est pas un problème quand il y a 100 000 véhicules en route sur vos routes, autoroutes et départementales partout en Europe. Ça devient un vrai problème à partir du moment où il y a des millions de véhicules qui peuvent être stoppés à n'importe quel moment, théoriquement évidemment, mais ça veut dire mettre du composant européen, y compris dans des marchés privés, et donc des obligations de composants européens dans le secteur de la voiture. C'est une vraie réflexion qu'on a sur la volet sécurité notamment. Un des autres tabous qui est tombé, c'est le tabou un peu du nucléaire ces derniers temps. Du fait de la crise aussi énergétique, par probablement pragmatisme de beaucoup d'États membres, mais nous avons passé beaucoup de textes européens depuis le début de cette mandature en passant du green au clean, donc du vert au bas carbone en quelque sorte dans les textes européens. Et donc nous allons accentuer cet objectif de passer du vert au bas carbone pour pouvoir introduire progressivement l'énergie nucléaire dans tous les dispositifs européens. En tout cas, c'était plutôt ma volonté. On l'a fait progressivement
dans tous les textes et les stratégies que vous voyez sortir de la Commission depuis le début de cette nouvelle Commission, systématiquement, vous vérifierez, mais ce terme a été modifié et changé, et nous allons l'amplifier dans les prochains mois. Silicium, c'est bien identifié, Madame la sénatrice. Pour tout vous dire, une première enquête a été négative de la part de la Commission. Pourquoi? Parce qu'il y avait une aide d'État française qui venait compenser le déficit, notamment sur l'énergie, et donc qui a un peu faussé les statistiques et l'évaluation du secteur, sachant que cette entreprise représente à elle-même l'ensemble du secteur. Je vais pousser pour qu'il y ait une nouvelle évaluation le plus rapidement possible. Ça veut dire que la France nous sollicite sur cette question-là. Il faudra solliciter le ministre de l'Industrie et le ministre de l'Économie et des Finances pour accélérer cette demande. À partir du moment où je suis saisi d'une nouvelle demande, je peux accélérer. Et donc, évidemment, une sauvegarde est probablement justifiée au vu de première analyse du marché. Maintenant, il faut qu'on puisse l'étayer et ça va durer quelques temps, quelques mois. Ça se compte 3-4 mois pour pouvoir mettre d'accord toutes les commissions de la Commission. Mais le problème, c'est que cette évaluation d'abord a été faussée par une aide d'État sur l'énergie qui nous a posé et qui nous retarde un tout petit peu. Mais le sujet est très identifié de notre côté. Je ne veux pas me substituer au ministre de l'Industrie ou de l'Économie, puisque ma responsabilité, c'est plutôt de donner le cadre réglementaire. Mais pour ce qui est du cadre réglementaire, clairement, on va pousser. Sur le fonds de compétitivité, notre objectif, il est assez simple. Le fonds de compétitivité, c'est d'avoir à la fois la capacité de venir en equity, c'est-à-dire directement rentrer au capital des entreprises quand c'est nécessaire. Je pense notamment à la nouvelle économie et aux nouvelles industries qui ont besoin d'aide européenne. Et si nous ne voulons pas avoir 27 politiques industrielles, il faut qu'à un moment la Commission se dote de nouveaux instruments de cette politique industrielle. Et un des nouveaux instruments de la politique industrielle, ce sera de rentrer au capital des entreprises. Aujourd'hui, c'est impossible de notre côté. On le fait de manière détournée là pour les batteries, puisque nous avons récupéré presque 2 milliards d'euros pour pouvoir booster la filière de la batterie. Mais on voit bien qu'il nous manque un instrument important entre la garantie, la subvention, pour pouvoir réellement avoir un impact sur ces filières-là. Et donc, de la recherche appliquée en passant par le scale-up et donc la mise à l'échelle industrielle et l'entrée au capital pour pouvoir faire venir de nouveaux investisseurs et donc donner le signal que la Commission européenne soutient, ça sera un réel outil pour nous de politique industrielle et qui permettra également de ne pas en avoir 27 différentes et d'avoir une fenêtre nationale qui permet aux États membres de mettre de l'argent au niveau de la Commission pour pouvoir le faire au niveau européen. Tout ça. Si, c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans le cadre aujourd'hui de manière détournée. Et donc on rentre par des acteurs locaux, BPI, BEI, ou européens pour pouvoir utiliser cet argent. Mais je n'ai pas d'agence de participation de la Commission à ce stade, comme Bercy peut avoir en termes d'outils. Pour conclure très rapidement, quota carbone, évidemment que l'objectif est de faire utiliser les quotas carbone pour pouvoir réinvestir dans la décarbonation et donc de pouvoir avoir ce cercle-là. Et puis sur l'acier, pour être complet, je pense que c'est une bonne nouvelle que nous avons annoncée. On parlait des tabous tombés, des tabous étant de fermer en partie le marché, puisque nous avons consacré avec la clause de sauvegarde uniquement 10% du marché de l'acier reste ouvert à l'importation aujourd'hui en Europe avec cette clause de sauvegarde, ce qui évite le phénomène que vous évoquez, c'est-à-dire du dumping entre les sites, puisque les quotas sont fermés et que les droits de douane sont montés à 50%, que la clause de sauvegarde est restreinte de 50% supplémentaires, qui donne accès uniquement à 10% du marché. Il n'y a pas d'exception
à cette règle, sauf si les parlementaires qui ont maintenant analysé la proposition législative au niveau du Parlement européen viendraient à modifier et à mettre quelques exceptions. Mais il n'y a pas d'exception à cette règle. Et nous avons quand même joué beaucoup sur l'offre, et donc pour empêcher l'acier sursubventionné d'arriver en Europe, qui était en train de tuer totalement notre industrie européenne. Je ne pouvais pas répondre à deux demandes qui sont souvent paradoxales, c'était un acier pas cher et en même temps garder nos sites de production. Donc il a fallu faire trancher les chefs d'État et de gouvernement sur ce sujet-là en Europe, mais on ne peut pas avoir aujourd'hui l'acier le plus bas, le moins cher du monde avec la crise énergétique que nous avons, et en même temps sauvegarder nos sites industriels et notre capacité de production. Il fallait trancher. Nous avons tranché dans le sens de la protection du marché. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut travailler sur la compétitivité du secteur de l'acier, parce qu'il y a encore des gains de compétitivité à aller chercher sur de la nouvelle technologie, sur des modes de production, sur un alliage un peu particulier qui sont en transformation. Il y a de la R&D beaucoup dans ce secteur-là. Il faut qu'on puisse être moteur dans le monde. Et il y aura encore une place pour l'exportation d'acier européen dans le monde si on travaille sur ces aspects de compétitivité. Mais en attendant, la fermeture du marché était nécessaire. On l'a fait, on l'assume. On a franchi aussi un tabou qui nous permettra de le faire dans d'autres secteurs si nécessaire. Et j'espère que notamment le secteur de la chimie, qui aujourd'hui est en grosse difficulté et qui a, pour certaines molécules particulières, exactement le même problème que le secteur de l'acier. Voilà, Monsieur le Président, à peu près pour être assez rapide dans les questions. J'ai essayé d'être le plus détaillé. Et évidemment, je suis à disposition du Sénat de manière générale pour échanger avec vous quand vous le souhaiterez. Monsieur le Commissaire, juste, chers collègues, pour vous dire que, et on en avait discuté à la réunion de bureau, c'est Pascal Gruny, donc si vous en êtes d'accord, qui animera... Attendez, ne quittez pas, voilà. C'est Pascal Gruny qui, dans le cadre du contrôle de subsidiarité sur la proposition de règlement qui vise le règlement relatif au programme fruits et lait à l'école, qui sera, et organisation commune des marchés, qui est en charge du rapport sur la subsidiarité. On l'avait défini en réunion de bureau, mais il faut l'officialiser. Voilà.